Bon, ben c'est très, très intéressant. Merci infiniment de partager tout ça. C'est captivant, c'est grandiose. Moi, ça me nourrit. C'est des connaissances que c'est agréable de prendre le temps de cueillir. Merci. Moi, je suis au premier rang et j'en suis honorée. Plaisir. Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à Découverte du patrimoine. Notre invité de ce mois-ci, l'excellent, le fameux ancien parlementaire, Yvon Picotte. Bonjour, Yvon. Bonjour, ça va? Bien, merci vous. Oui, très bien, très bien. J'ai été vacciné, là. Ça me semble bien aller. Ça a bien réussi le vaccin à date. Je ne suis pas encore immunisé complètement, mais je continue de faire très attention. De toute façon, je pense qu'on va devoir à l'avenir faire attention pour longtemps, là. Et puis, on a pris d'autres sortes d'habitudes. Alors, tant mieux. Et j'aurai la seconde dose au mois de juillet, tel que prévu là, selon le temps que ça prend. Et après ça, ben, on espère en tout cas qu'il va y avoir assez de monde qui vont avoir été vaccinés, passer un été moins pire que celle qu'on a passée depuis un an. Je vous rappelle que M. Picotte est né en 1941 à Louisville, dans le district de Masquinongé. Je ne sais pas si c'est exact. C'est ça. Vous avez été élu député pendant plusieurs mandats et aujourd'hui, on va s'entretenir sur l'expérience du référendum de 1981 avec René Lévesque. Pendant ce moment-là, vous étiez au niveau de l'opposition. Exact. Vous avez une bonne mémoire. Oui, j'apprends, ça reste, c'est le fun. Alors, si on peut se mettre dans la vague, est-ce qu'on peut commencer un petit peu par l'élection de René Lévesque quand il est rentré en 1976, parce que vous étiez là également? Oui, j'ai l'intention de faire une capsule à un moment donné sur l'élection du Parti québécois comme tel, mais entre-temps, pour bien rapprocher le sujet que j'ai à vous parler, je suis obligé un peu de dire qu'en 1976, il y a eu une grande... au Québec, il y a eu presque une révolution. Moi, je devrais dire une révolution parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait que le Parti québécois prendrait le pouvoir. D'abord, c'était un jeune parti. C'est pas un parti qui avait de la durabilité beaucoup. On se souviendra que ça a été fondé par René Lévesque en 1968, à peu près, là, dans ce coin-là. René Lévesque, qui était un ministre de Jean Lesage dans le temps, et qui a quitté le Parti libéral pour fonder le Parti québécois. Et ça, c'est en 68. Généralement, au Québec, la tradition voulait qu'avant de devenir un parti puis avoir de la notoriété, etc., ça prenait beaucoup de temps. Et là, maintenant, ben, en dedans de 10 ans, hein, c'était 8 ans dans le fond, René Lévesque a réussi à prendre le pouvoir. Je dis et je répète que c'était un peu particulier puisque tu te souviendras que Robert Bourassa, en 1973, dans un deuxième mandat, avait fait élire 102 députés. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait 110 députés à l'Assemblée nationale. Bourassa en fait élire 102, toujours avec la fameuse discussion qu'on a eue des années de temps, qui semble s'estomper un peu, là, mais qu'on a eu des années de temps entre la séparation du Québec, le Québec souverain et le fédéralisme. Alors, à ce moment-là, les gens ont eu peur un peu en 1973 de la vague PQ. Il y avait déjà des péquistes qui étaient entrés à l'Assemblée nationale en 70. Et ça, les gens avaient voté massivement là, pour élire, en tout cas, ça le dit, 102 députés sur 110, c'était une victoire épouvantable. C'était pas la meilleure victoire, par exemple. En politique, je pourrais expliquer ça un de ces jours, que c'est mieux toujours d'avoir une opposition à l'Assemblée nationale que d'avoir une opposition dans les rues. Hein? Alors, ça, c'était l'époque. Alors, le Parti québécois prend le pouvoir, un peu à la surprise de beaucoup de monde. Et on est en 76, et là, on commence à voir changer l'État d'une certaine façon. Évidemment, ils sont arrivés avec des idées nouvelles, beaucoup, des changements qu'on appelait dans le temps, entre guillemets, radicaux. Je peux vous parler, par exemple, de la protection du territoire agricole. C'était un changement beaucoup avec Jean Garon.
Ça a été la loi 101 de mettre beaucoup d'emphase sur la protection du français au Québec. Bourassa l'a fait avec la loi 1, mais au dire des péquistes, il n'était pas allé assez loin et on voulait aller encore plus loin. Alors, il y avait eu des grosses discussions là-dessus. Je vais rajouter un autre point dont tout le monde se rappelle sûrement, mais pas dans les détails, c'est que Mme Payette faisait partie de ce gouvernement-là, puis on se rappellera dans le temps qu'il est arrivé ce qu'on appelle l'étatisation des assurances. Hein? Alors, c'était ça, un gros projet de loi qui a été discuté. En tout cas, plusieurs changements sont arrivés comme ça au fur et à mesure. Et il y avait toujours, à partir de l'élection du Parti québécois, il y avait toujours une question, un point d'interrogation, à savoir, l'article 1 du Parti québécois, c'était de faire la souveraineté, c'est encore ça d'ailleurs, de faire la souveraineté du Québec. Bon, la souveraineté du Québec, entre guillemets, c'était la séparation du Québec du reste du Canada. Et on a dit, René Lévesque prend le pouvoir, c'est sûr que dans son mandat, il va aller demander aux Québécois la possibilité de séparer le Québec. On ne savait pas quand, puis il y avait quelques thèses là-dessus. Il y avait des gens qui disaient que suite après l'élection du Parti québécois, René Lévesque aurait eu plus de chances de gagner un référendum, mettons 6 mois ou 8 mois après l'élection du Parti québécois. Mais M. Lévesque avait décidé d'attendre puis de le faire en 1980. Alors, un thème de gouvernement, généralement, c'est 4 ans. Il est élu en 1976. En 80, on parle souvent de référendum, mais on croit qu'il va y avoir une élection qui ne fera pas un référendum dans son mandat parce qu'on approche 1980, donc on approche les 4 ans. Mais un peu à la surprise de plusieurs, c'est que M. Lévesque décide que le 20 mai 1980, il y aura un référendum sur la souveraineté du Québec. Moi, je vous rappelle que j'étais dans l'opposition dans le temps et je vous ai dit déjà que dans toute ma vie parlementaire, la meilleure école que j'ai eue, c'est d'être dans l'opposition, de travailler des dossiers de fond, de confronter aussi l'idéologie qui était la nôtre avec l'idéologie nouvelle qui était celle du PQ. Alors, ça faisait de bons débats et on s'est retrouvé, je me suis retrouvé, moi, à être assez actif dans l'opposition, à prendre des bons dossiers, à les pousser jusqu'au maximum, à bien les travailler aussi, si bien que je m'étais fait un peu une réputation de gars qui était, d'abord, j'avais une facilité d'élocution, j'étais capable de bien débattre. Moi, dans ma tête, il s'agit que je regarde un problème en quelque part, je m'imprègne de ce problème-là, je me fais un schéma, puis je peux partir comme ça, en parler. Pas besoin de trop de notes, j'ai pas besoin de feuilles de papier, mais je vais avoir des faits concrets, puis je suis capable de défiler ça sans problème. Alors, j'étais pareil dans l'opposition, et j'ai travaillé plusieurs dossiers, et généralement, ça roulait bien. Alors, quand il est arrivé, évidemment, le référendum en 1980, on m'a demandé de jouer un rôle spécial. Alors, moi, j'ai toujours, évidemment, c'est une déformation professionnelle parce que je suis un pédagogue. Alors, je me suis dit, comment faire comprendre les gens de ce qui se passe? Hein? Et moi, je pense que le meilleur coup que j'ai fait pour faire de la politique, c'est de la pédagogie. Parce que, puis quand j'ai enseigné, j'enseignais au général dans le temps, il y avait 2 options, scientifiques et générales. Général, c'était pour ceux qui prenaient un petit peu plus de temps à assimiler les matières, etc. Et par contre, quand on avait réussi à bien les faire assimiler, il y a des gens fort brillants qui se débrouillaient bien dans la vie. Moi, j'aimais ça, ce genre de... Ça me forçait à être meilleur, ça me forçait à aller plus loin pour être bien sûr que quand j'émettais une idée, les gens la comprenaient. Alors, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Alors, on se retrouve en 1980, 20 mai, à peu près à 5 semaines avant le 20 mai, où le référendum est déclenché.
Et il y a un comité pour le oui et un comité pour le non. Moi, je fais partie du comité du non dans mon comté, comme tous les députés qui étaient du côté de l'opposition, puis les autres faisaient partie du comité du oui. Et c'est un espèce j'ai bien aimé ça parce que on a discuté d'idées. On n'a pas discuté de... parfois, là, quand j'étais au Parlement, et mon parti, puis j'étais au pouvoir, mon parti décidait d'un projet de loi quelconque. Ça ne veut pas dire que j'étais à 100% d'accord. Des fois même, j'étais plus en désaccord que d'accord. Il fallait que je réussisse à faire un consensus parce que je ne pouvais pas aller contre mon parti. Mais là, j'aimais ce débat d'idées-là parce qu'on est à pour ou on est à contre la souveraineté du Québec pour des raisons qui nous appartenaient. Alors, on me demande de jouer un rôle un peu particulier dans le temps du référendum, c'est-à-dire qu'on est appelé, on n'a pas à être élu. Ça ne met pas en jeu notre siège de député, ça. Ça fait tout simplement qu'on peut aller aider dans d'autres comtés pour tâcher de parler de ce référendum-là. Alors, moi, je me dis, comment je vais expliquer ça aux gens? Et il m'est arrivé une idée dans ma tête où je prends une carte géographique du Canada au complet. Juste le Canada, pas du monde entier, c'est trop vaste, mais du Canada. Et je regarde ce qu'il y a visuellement dans cette carte-là, l'ampleur du Canada, puis je regarde le Québec. Alors, si vous prenez ça, là, vous avez juste à aller voir ça, c'est encore visible aujourd'hui. Le Canada, ben, c'est une carte géographique qui est assez grande, où tu as bien des provinces qui se greffent à ça, tu as bien des territoires qui se greffent à ça. Puis le Québec est en plein milieu de ça, avec une tâche. Quand je dis une tâche, c'est pas négatif, là, je dis un ensemble qui est beaucoup restreint, qui est plus petit, c'est normal, parce que on a beau avoir un grand territoire, mais il y a 10 provinces dans le Canada. Donc, on est, mettons, semblable à 1/10 de la carte ou à peu près. Là, c'est plus gros que certaines petites provinces, mais en fait, alors moi, j'avais décidé d'utiliser cette façon-là pour expliquer ça aux Québécois. Alors, je m'en vais dans des comtés avec ma petite carte des mains. J'ai découpé à l'intérieur de la carte du Canada le Québec, ce qui faisait un trou à l'intérieur de ma carte. Et là, je commençais en disant, M. Lévesque nous demande, fait un référendum pour qu'on se détermine la souveraineté ou un pays. D'abord, l'erreur qu'a fait M. Lévesque, selon moi, c'était d'avoir une question qui était beaucoup difficile à comprendre. On se rappellera que je pense que la question avait une dizaine de lignes et plus, là. Alors, si on avait dit, parce qu'un référendum, tu sais, oui ou non, tu sais? Ouais, si on avait dit, êtes-vous pour ou contre, ça aurait été facile, bien facile. Ça aurait été plus facile de compréhension pour les gens. Vous êtes pour, maintenant vous êtes contre. Et on se rappelle que quand on fait un référendum, par exemple, sur la peine de mort, si on dit êtes-vous pour la peine de mort ou contre la peine de mort, dépendamment que celui qui arrive à ça, un autre gens, un autre. Finalement, tu as une question d'idée. Es-tu pour ou contre la peine de mort? Si t'es pour, Ben, c'est l'explication. J'ai comme l'impression qu'ils ont utilisé la question pour éviter justement de fournir des explications ou pour faire un petit résumé, mais ils l'ont alambiqué, dans le fond. Bon, les enjeux, quels étaient les enjeux, tiens? Les enjeux, c'était tout simplement, finalement, quand tu lisais tout ça, ce que demandait René Lévesque, c'était la permission d'aller négocier la séparation du Québec ou la souveraineté du Québec. C'était ça, finalement, qu'on décodait d'ici la fin. Mais, comme c'était pas clair, ben, les autres, ça nous permettait, les gens qui étaient contre, de dire, écoutez, si vous dites oui à ça, lui, il va dire, vous me donnez la permission d'aller négocier, ben, il va s'en aller là pour négocier, il va à peu près tout prendre les moyens pour pas que ça marche. Puis là, il va vous dire, on n'a pas le choix maintenant, vous avez voté pour ça, on n'a pas le choix, il faut faire la séparation du Québec. Alors, il y a eu des grosses discussions autour de ça. Puis moi, c'est pas tellement le chemin que j'ai pris comme tel. Je disais, oui, la question n'est pas correcte, mais il faut vivre avec. Et moi, je viens vous expliquer exactement ce que c'est. Garder ce que je possède présentement comme citoyen canadien.
je possède tout ce grand territoire-là. Et comme je possède tout ce grand territoire-là, si je dis non à ce grand territoire-là, je dis oui à quoi? Au petit trou qui est ici en plein milieu. Ce petit trou-là, c'est le Québec. Alors, vous me demandez de laisser partir toute cette grande superficie de ressources naturelles que je possède comme citoyen pour me limiter à une petite entité comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Êtes-vous prêt à faire ça? C'est comme vous demandez de changer un 100$ pour un 10$. Hein? Je donnais des exemples un peu qui se rapprochaient à ça. Les gens aimaient ça parce que ça leur permettait de comprendre. Puis, je suis allé un peu plus loin. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, parce que dans le fond, un coup que j'ai eu fait ma première intervention avec ce que je vous raconte, c'est que là, on m'a demandé d'aller un peu partout. Alors, j'ai fait, écoutez, si ma mémoire est bonne, j'ai fait une trentaine, une quarantaine de comtés à travers le Québec pour aller parler justement de ça. Et entre-temps, on se rappellera que, évidemment, tout le monde questionnait René Lévesque, comme on fait les journalistes questionnaient René Lévesque en disant ouais, mais si vous vous faites dire non, M. Lévesque, qu'est-ce qui va arriver avec votre option? Alors, René Lévesque avait dit à ce moment-là, puis ses acolytes disaient on va mettre ça en veilleuse. Et là, je me dis comment on explique la veilleuse aux citoyens qui nous écoutent, là. Ils viennent à une assemblée, les autres ne sont pas dans le quotidien là, de la séparation du Québec, de la souveraineté. Il y en a qui parlent de séparation, d'autres disent non, ce n'est pas la séparation, c'est la souveraineté. Quand on demande c'est quoi la souveraineté au lieu de la séparation, ben, il dit la séparation, c'est qu'on s'en va pour s'arranger seul. La souveraineté, ben, il dit on va négocier avec eux autres, on va faire des choses en commun. Puis tout ça, ça fait que c'est mêlant un peu pour les gens là, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas là-dedans tout le temps. Eux autres, ils ne sont pas à ce point-là capables. Ils disent, ben, écoute, ils vont-tu à la faire, affrontent-tu pas, ça va-tu arriver, ça arrivera-tu pas, etc. Alors, René Lévesque avait dit, ben, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il avait été élu, le PQ, sous l'étiquette d'un bon gouvernement. Alors, le PQ, M. Lévesque avait dit, on va continuer d'être un bon gouvernement, puis on va mettre notre option en veilleuse. Alors, pour moi, là, en veilleuse, j'ai dit, il faut que j'explique ça. C'est quoi la veilleuse? Alors là, j'ai fait une allusion à ce que je vivais quotidiennement. J'expliquais aux gens, moi, je suis issu d'un comté rural. Dans le temps, mon comté était à majorité d'agriculture puis rural. Alors, je dis, moi, je suis issu d'un comté rural. Puis, comme je suis un gars qui est très disponible, puis j'étais reconnu pour un gars qui allait voir mes électeurs régulièrement. Moi, je me promenais des rangs l'été, là, puis d'un coup, j'arrêtais à voir Joe Baptiste en quelque part, puis un autre de l'autre bord de la rue, puis je jasais avec eux autres, qu'ils soient péquistes, soit créditistes, libérales, peu importe. Je me souciais pas de ça. Je faisais de la politique juste pour me faire aider. Après ça, entre les deux, moi, j'étais j'étais le représentant de monsieur et madame tout le monde, qui soit comme il voudra, bleu, blanc, rouge, c'est pas à moi. Mais moi, j'avais été élu pour remplir ce mandat-là, puis je m'occupais de mes citoyens. Alors, j'ai dit, vous savez, ça m'arrive souvent d'aller voir mes agriculteurs. Et quand j'arrive chez les agriculteurs, là, je vais vous raconter quelque chose. Il n'y a pas une cour d'agriculteur qui n'a pas un ou deux chiens dans sa cour. Hein? Et comme il y a un ou deux chiens dans sa cour, quand j'arrive là, puis je ne suis pas annoncé qu'on ne m'attend pas, puis que les gens sont à l'intérieur des bâtiments, maintenant ils sont dans la maison, moi j'arrive avec mon auto. La plupart du temps, il y a un chien qui m'accueille. Il s'en vient, il se grimpe les deux pattes de devant sur ma portière d'auto, puis il gronde. J'ai dit, j'ai déduit, puis il faut que je déduise qu'il est en garde. Il est en garde de son territoire, du territoire de son boss, hein, son maître. Alors, je ne débarque pas généralement, j'attends que quelqu'un se pointe le nez sur le bord de la porte et dise hey, puis tout, viens en arrière, là, puis me fasse signe de débarquer. Je ne débarque pas parce que lui, il est en garde. Là. Lui, il n'y a pas d'erreur là-dessus.
Il est là, puis il me dit, tu ne débarques pas, tu n'as pas l'autorisation de débarquer. Mais j'ai dit, ça m'est arrivé aussi quelquefois d'aller chez des agriculteurs, puis il y avait un gros chien qui était couché en dessous du perron. Puis quand j'arrivais, il ne bougeait pas de là. J'ai dit, je m'en méfiais pareil, parce que lui, j'ai l'impression qu'il n'était pas en garde. Et j'ai l'impression que M. Lévesque sait qu'il est en veilleuse. La veilleuse, pour moi, c'est mon chien qui est en dessous du perron, qui ne fait pas de cas de moi quand j'arrive en quelque part, hein, qui ne me dit pas débarque pas, ça peut. Mais j'ai dit, à un moment donné, plus j'approche, puis qu'il est en dessous, j'ai dit, j'en ai vu qu'il y avait un œil fermé puis l'autre ouvert. Un gros chien avec un œil fermé, l'autre ouvert, en dessous des marches du perron. Alors, j'ai déduit que lui, il était en veilleuse. Lui, il attendait le moment présent que je monte le perron pour m'arracher mon fond de culotte. Fait que j'ai pas d'affaire là. Fait que j'ai dit, être en veilleuse, là, faites-vous-en pas, là. On ne vous a pas eu, soit ici, mais la prochaine fois, on va vous avoir, on va savoir quoi vous dire, on va savoir quoi faire, puis on va savoir quelles questions poser pour vous arracher votre fond de culotte. Et ça, j'ai fait le tour du Québec en expliquant ça comme ça. On ne peut pas être 100% oui ou non. J'ai comme l'impression que, tu sais, vous avez fait de la politique provinciale toute votre vie, votre implication est communautaire, mais quand même, il y a un gros coup de cœur pour le Québec. À quelque part, il devait sûrement y avoir des avantages, autant au niveau des enjeux que autres, là. Il y a sûrement une partie de vous qui disait oui, quand même, on aurait plus de force ou ça serait mieux. Moi, je suis plus. Moi, je suis plus nationaliste. J'étais dans l'aile nationaliste. Alors, pour moi, là, puis je pourrais vous raconter ça une autre fois, là, à Charlottetown, entre autres, le camp Bourassa a dit publiquement, désormais, le Québec est capable de subvenir à ses besoins. Là. Pour moi, si Robert Bourassa va décider de faire la séparation du Québec, à ce moment-là, il va embarquer 200% avec lui. Parce que c'est un discours qui faisait mon affaire. La seule affaire que moi, j'ai toujours dit, et je répète, hein, je n'ai pas peur de ça, moi, l'indépendance du Québec. Je sais que si on fait l'indépendance du Québec, on aurait des sacrifices à faire. Moi, rendu à mon âge, je fais des sacrifices, j'en ai pas pour longtemps. Mais mes enfants, par exemple, j'avais un fils dans ce temps-là qui était tout jeune. J'avais une fille qui était toute jeune, c'est-à-dire, mon fils est arrivé après, lui. Mais alors, j'avais une fille qui était toute jeune, me dit, elle va vivre ces étapes-là. Moi, l'important pour moi, c'est que même si elle doit trimer un peu plus dur, je ne suis pas inquiète qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, mais elle n'aurait pas eu autant d'aisance que moi. Ça, c'était ma conception en moi. Maintenant, l'autre affaire aussi que je veux rajouter là-dedans, c'est que à partir de ce moment-là, même si je n'ai pas peur de ça, je suis persuadé que si on ne veut pas avoir de problème, et ça là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pour moi, là, peu importe le référendum qu'on fera, là, c'est pas vrai que si on ne réussit pas un référendum qui soit d'un côté comme de l'autre, un oui ou un non, si on le réussit à 49 puis 51% comme le deuxième, là, ça ne pourra pas marcher. La seule façon, d'après moi, quand une question est posée, si moi, demain matin, les gens disaient oui à la séparation du Québec à 70% et plus, ben, coudonc, je dirais à la majorité, la minorité, c'est-à-dire de 30%, écoutez, l'ensemble de la population a décidé que c'était 70%, il va falloir apprendre à vivre avec ça. On va vivre avec ça. Il va y avoir des inconvénients, mais on va se solidariser, on va se serrer les coudes, puis on va les vivre, ces inconvénients-là, puis on va passer au travers. Mais c'est pas vrai. Si on arrive, on fait un référendum, puis qu'on le passe à 2-3% de différence, la chicane va être dans les rues partout. Ça va être un combat permanent. Ceux qui sont contre vont toujours être contre, puis ça va zigonner à gauche et à droite. Est-ce qu'on va pouvoir faire avancer, bâtir un État nouveau avec autant de monde qui chiale que du monde qui sont d'accord? Oui, mais je crois que c'est une question d'éducation. Les gens ne sont pas informés. Il n'y a jamais une ligne droite. C'est pas clair. C'est ça qui se passe. Est-ce que c'est propre à la politique?
Ouais, oui, mais tu sais, les jeunes, il faut faire attention, là, parce que les générations, ça, d'une génération à l'autre, il y a une génération qui est toujours contre l'autre avant, hein, qui veut changer des choses. Moi, ce que je suis surpris présentement, puis quand on regarde ça, parce qu'on analyse encore la souveraineté du Québec, appelons ça la souveraineté, la séparation, peu importe, là, mais mettons, utilisons le mot pour plaire à plus grand monde possible, la souveraineté du Québec, là, hein, ce sont les jeunes qui ne sont pas en faveur de ça aujourd'hui. Moi, ça me scandalise d'une certaine façon. Pourquoi ça me scandalise? Parce que généralement, quand tu es jeune, tu n'as pas peur d'oser, tu n'as pas peur d'aller plus loin, tu n'as pas peur de faire du changement, tu n'as pas peur de modifier des choses. Mais on regarde présentement, là, encore dernièrement, là, il y avait quelque chose qui avait analysé, là, la firme de sondage avait regardé où se situe, par exemple, quand on regarde l'option du PQ, là, puis qui analyse l'option du PQ, où se situent les gens? C'est des gens de mon âge qui parlent encore de souveraineté. Les jeunes, ils sont dépassés ça. Les jeunes, c'est un gouvernement d'univers. Les jeunes, on les a habitués, puis ça, c'est un peu de la faute des gouvernements, mais est-ce qu'on pourrait faire autrement? Au libre-échange, on les a habitués à. Aujourd'hui, là, c'est facile, on s'en va super à Paris à soir si on veut. On part d'ici, on embarque, puis on s'en va là, puis on fait des affaires le lendemain, puis on revient après le lendemain, puis on est revenu, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est plus vaste. Hein. Alors, il y a déjà là-dessus, et c'est pour ça que l'option du PQ a de la misère, à mon point de vue, là, présentement. Je dis ça parce que j'ai des bons amis là-dedans, puis je répète que moi, si demain matin, le peuple décide de faire l'indépendance du Québec, la souveraineté du Québec, ça ne me fait pas peur de continuer de vivre ma vie. Là. Puis ça ne me fait pas peur. Je dis, bon, ben, si j'ai des sacrifices à faire, je le ferai. Il a fallu que je fasse des sacrifices à un moment donné pour partir avec mes parents. Il a fallu que je fasse des sacrifices à un moment donné pour m'acheter une maison. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des valeurs. Puis ça marche. On est fait pour ça. Alors, moi, je pense que, par contre, des décisions aussi importantes, c'est une rupture carrée. Autant pour les deux côtés. Là. Pensez-vous entre nous autres, puis ça, c'est encore ma conception. Au dernier référendum, là, les gens, quand M. Parizeau a fait son référendum, il a failli passer, il y avait 5 dixièmes de différence. Hein? Alors, c'est proche, là, ça. Là, pensez-vous que vous voyez arriver Jacques Parizeau, au gouvernement fédéral, qui veut négocier des choses avec eux autres? Ils sont aussi forts que lui, là. Hein? Puis ils disent, bon, nous autres, des postes, ça fait 12 ans, des postes, on ne veut pas négocier les postes avec nous autres. Nous autres, l'armée, on ne veut pas négocier l'armée avec nous autres. La monnaie, nous autres, on ne veut pas négocier avec nous autres. Mais vous ne pensez pas que si un jour, le peuple québécois avait dit à 70, 72, 74 nous autres, on veut être souverains, puis faire une alliance avec le Canada, s'ils veulent en faire une. Là, on aurait pu être plus indépendant en disant, si vous voulez en faire une, on vous offre à faire des alliances ensemble, on est des voisins. Mais si vous ne voulez pas, on va s'arranger tout seul. Et moi, je pense que le fédéral, il aurait pensé à 2 fois avant de dire non. Mais à 50,3 puis 48,7, on peut être longtemps en discussion, on peut être 5 ans, puis 6 ans, 7 ans. Là. On sait très bien, c'est tellement volatile et évolutif. Oui, mais en n'étant pas informé des enjeux réels, en n'ayant pas un système de communication clair, et bien voilà, le rassemblement, le patriotisme a de la difficulté. Puis là, ben, ça tombe dans des vieilles chicanes de complexes, d'ignorants enragés qui échangent et qui perpétuent une mauvaise communication. Fait que finalement, c'est parce que le bordel est pris dans le sujet que ça n'a pas pris finalement. Ben moi, je suis content qu'on soit sorti un peu de cette maudite discussion-là. Tu sais, on a fait des élections durant 2 décennies, quasiment, puis un petit peu plus, là, sur la souveraineté du Québec. On reste tout, ben non, son débat, on reste tout sur un débat. Fait que ça a donné des résultats comme ça. Hein? Et puis, à partir de ce moment-là, je me dis... Ben, je pense que là, on dit, bon, je pense que Legault, d'une certaine façon,
a peut-être une méthode un peu différente, puis c'est pas nécessairement mauvais à mon point de vue. Legault lui dit, on est autonomiste, on va aller chercher ce qu'on a à chercher, on va discuter. Peut-être qu'un jour, on va réaliser que 90% du temps, on se fait dire non, puis que là, il est grand temps qu'on prenne nos clics, nos claques, puis qu'on s'arrange tout seul. Tu sais, mais là, c'est, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver ici? Tu sais, toutes les fois qu'on discute de ça, c'est du bonbon pour, c'est du bonbon pour mêler le peuple. Avez-vous, à quelque part, un petit remords d'avoir bloqué finalement l'idéologie de René Lévesque en œuvrant et militant pour le non? Non, j'ai pas de remords pour une raison bien simple. J'ai toujours dit, puis j'avais dit ça à mon ami Bernard Landry, parce que moi, j'avais des chums au péquiste, au PQ, j'avais des chums. Mon ami Bernard Landry, je dis mon ami parce que oui, j'ai rencontré Bernard à quelques reprises. Gilles Barry, qui a été député dans Berthier, et qui a été ministre, puis que j'ai remplacé, moi, au pavillon du Haut Point de Vue. Alors, très, Jean-Pierre Jolivet, Guy Julien, des gars, ils disaient ce qui manque au PQ. Et ça, j'avais dit ça à Bernard Landry, puis il disait, ouais, c'est une difficulté qu'on a, c'est de démontrer que ça ne sera pas si pire que ça, un Québec souverain, avec des chiffres à l'appui. Mais vous savez, quand on tombe dans un chiffre, là, une chatte perd ses chatons. Oui, mais la transparence, tu sais, si elle arrive avec des faits, tu sais, c'est ça, si ça avait juste été clair. Ouais. C'est ça. Puis évidemment, moi, je pense qu'il y a deux mauvaises affaires qui sont arrivées au PQ, à mon point de vue. Ça, c'est encore oui, une opinion personnelle. Une opinion bien personnelle. Là. Deux mauvaises affaires qui sont arrivées au PQ, pour moi, pour réussir à faire l'indépendance. D'abord, c'est de se comporter, de s'en aller au pouvoir, puis de se comporter comme un gouvernement fédéraliste. Il n'y a pas le choix, dans le fond, il n'y a pas le choix. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux de ne pas nécessairement former un parti, puis d'avoir quelque chose qui... Là, c'était pas facile, je comprends. J'ai beau dire ça, moi, j'aurais pas été plus intelligent qu'eux autres là-dedans, mais j'aurais pas été plus informatif là-dedans, parce que il fallait bien, à un moment donné, qu'il exerce le pouvoir aussi pour faire valoir certaines choses qu'il était capable de faire. Donc, le deuxième point, moi, je pense qui fait du mal aussi au PQ, c'est la venue du Bloc québécois au fédéral. Pourquoi? Vous savez, les Québécois, là, ils ont peur. Je dis les Québécois, puis vraiment que c'est bien des gens au monde entier qui ont peur de ça aussi. Mais les Québécois, moi, j'ai réalisé qu'ils ont peur du changement. Le changement, ça ne fait peur. Puis, pas parce qu'on n'est pas correct, mais vous remarquerez ça partout où on veut faire du changement, là. Il y a des mecs qui se lèvent, il y a des fêtes qui se mettent sur la table, ils disent ouais, mais on va partir, il y a tout de bien, on va savoir ça, puis tout d'un coup, on n'aura pas ça. Puis là, ben, il vient toutes les questions de on va pas de ma pension de vieillesse, ça, ci, à ça. Là. Bon. Alors, quand le Bloc québécois est élu, parce que comment expliquer que le Parti québécois n'est pas capable de se faire élire depuis un certain temps, puis le Bloc québécois est capable de se faire élire à Ottawa. Puis on sait qu'ils n'ont aucun pouvoir à exercer à part que de faire de la revendication au Québec. Mais les gens du Québec sont contents de ça parce qu'ils disent, nous autres, on a un défenseur qui est là. Hein? Ils défendent le Québec. Fait que pour eux autres, ils votent évidemment pour le Bloc québécois au fédéral. Ils ont voté longtemps, d'ailleurs, pour le Bloc québécois au fédéral. C'est comme si, quand j'essaie d'expliquer ça à quelqu'un d'un autre pays, il me dit, ouais, mais comment ça veut dire qu'ils sont capables de siéger au Parlement d'Ottawa, puis les Québécois votent pour eux autres, mais quand il arrive une élection, ils ne votent pas pour eux autres pour faire de la séparation. Parce que le changement fait peur, parce que les Québécois sont prudents, puis leur prudence, eux autres, c'est, il y a du monde qui parle pour nous autres là-bas, là, on est correct. Donc, ils élisent les fédéralistes à Québec depuis un certain temps, puis ils élisent les séparatistes à Ottawa. Ce n'est pas une question qui est facile, mais je suis un peu d'avis avec ce qu'a dit souvent Parizeau.
c'est peut-être qu'il faut en parler régulièrement, donnant de plus en plus d'informations à tout le monde. Et c'est là qu'est la difficulté à mon point de vue. Tout à fait. Ben, Monsieur Yvon Picotte, merci infiniment de ce tour qui fait juste confirmer que la communication, ça fait pas juste des bons téléromans, mais ça fait aussi également des situations politiques qui influencent l'histoire et même la culture. Ben oui. Il faut que les politiciens n'aient pas peur d'aller rencontrer les gens et de respecter. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ne fait pas assez. Oui. Si on voit le projet de loi que M. Legault voulait apporter, je crois que c'est le 68. Encore là, manque d'explication, manque de clarté. Les gens ont des confusions, ça bloque. On est épais. Et ça, quand ça arrive trop souvent, ça, que ça donne comme résultat. Qu'est-ce que ça donne? Ils ont quelque chose à nous cacher. Ah oui? Et là il s'installe là, une méfiance. Et y a-t-il quelqu'un qui avance beaucoup dans la méfiance? Non. On fait 2 pas en arrière puis 1 pas en avant. Puis on prend tellement de temps à faire qu'à un moment donné, on ne veut plus marcher. La solution, mettons, là, pour régler ça, là, le problème de transparence au niveau des lois et tout ça en politique, ce serait quoi, M. Picotte? Oh, ben, je ne l'ai pas, la solution. Ben, vous l'appliquiez, en tout cas. Vous faisiez vos devoirs, vous étiez au courant des sujets, vous étiez capable de les énoncer clairement pour que les gens comprennent. C'est pas plus compliqué, là. Pour changer quelque chose dans la vie, là, il ne faut pas que tu aies des bonnes idées. Il faut que tu aies des bonnes idées. Si tu n'as pas de bonnes idées, tu ne changeras rien, là, parce que tu n'as pas d'idées. Mais il ne faut pas avoir juste des bonnes idées. Il faut être certain que la majorité des gens qui appuient cette idée-là vont donner. Regardez ce qu'on fait, là. Regardez ce que les gens là, ont fait là, pour les armes à feu. Là. Ils ont brassé 2 gouvernements là, quand il y a eu là-dessus la fameuse tuerie là, des femmes à l'école polytechnique. Là. Hein? Ça fait ça fait longtemps que c'est arrivé. Puis on en parle encore. Puis à tous les ans, on ajoute des choses. Vous savez, une poignée de personnes ont fait modifier pas mal d'affaires. Pas encore à la satisfaction, mettons, là, parce que ça ne sera jamais parfait. Mais le gouvernement du Québec a passé une loi pour les armes à feu. Le gouvernement fédéral en a passé une. Il y en a qui l'ont enlevé, puis après ça, ils sont après à en passer un autre. Pas toujours à la satisfaction de tout le monde, c'est bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on fait modifier les choses. Alors, j'oserais même dire que le Christ est allé chercher 12 apôtres pour changer les affaires, puis il a grossi la gang tout le temps. Et c'est le poids du nombre. Mais d'abord, si tu veux adjoindre quelqu'un à ta cause, il faut qu'il la comprenne, ta cause. Puis s'il la comprend, ta cause, il va devenir un défenseur. Puis s'il vient un défenseur, on va dire souvent dans le langage, là, qui est aujourd'hui qui est encore plus vrai, là, ils deviennent des vaccinés. Hein? Ils sont là à toute épreuve. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on a brûlé la possibilité d'avoir une 3e chance à ce sujet-là, du référendum? Bien là, tout le monde marche sur les œufs, parce que le problème, c'est toujours la même affaire. Là, il y en a 2 de perdus. Un petit peu comme une game de baseball. Hein? À 3 prises, c'est tiré pour tout le temps. T'sais, quand tu as 3 prises, là, tu dis, ben, donne ta place à un autre au bateau, parce que ça ne marche pas. Hein? Alors, la peur qu'ils ont, puis ils n'ont pas tout à fait tort, c'est qu'un 3e référendum renforce toujours l'autre clan. Un gars comme Jean Chrétien, par exemple, s'il est encore premier ministre du Canada, il dit « Ça fait 3 fois, vous faites battre, vous ne comprenez rien. » C'est ça qu'il dirait. Hein? Puis les autres vont dire pareil, ils ne diront pas tout de même de la même façon que Jean Chrétien, il était direct. Mais moi, j'aime mieux me le faire dire direct que pas direct, malgré. Mais tu renforces l'autre, tu renforces ton adversaire à force de perdre. Parce que au hockey, on appelle ça le momentum, puis tu as tout ce que tu veux. Ils disent, hey, fait 10 qui perdent de fil, là, ça n'a pas de bon sens. Les gars s'en vont sur la glace et on va en perdre un autre, on va en perdre un autre. Ça ne fait pas des enfants très forts.
En tout cas, ça ne change pas un État. Merci infiniment, M. Picotte. Bonne semaine. Et au mois prochain, on parle du référendum numéro 2, c'est cela? Oui, on peut parler de ça. On va aller au référendum. Puis on aura bien des sujets. Vous les énumérer. On est un bon bagage. Je pourrais jaser de ça, de bien des sujets, un bon bout de temps. Ben, merci infiniment de cette générosité, de ce partage. Pour moi, j'en suis très heureuse et enrichie. Également. Bonne journée. Pareillement.